N'hésitez pas à venir vous asseoir. Donc, nous allons commencer la session de cet après-midi et je vais d'emblée passer la parole à Michel Cotte, qui est membre de notre comité scientifique et qui va présenter l'oratrice, la première oratrice de cet après-midi. Michel, je t'en prie. Voilà. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Marie-Claire Demain-Frakowiak, qui est détentrice d'un concours de conservation du patrimoine, titulaire d'un triple cursus en histoire, histoire de l'art et métier du livre. Marie-Claire Demain-Frakowiak a intégré Michelin en 2011, où elle travaille au sein du département patrimoine historique du groupe, et cela depuis 2018. Elle est plus particulièrement en charge de l'enrichissement des collections, dont une section est consacrée au patrimoine scientifique et technique. Elle gère également leur valorisation tant auprès des entités internes au groupe Michelin que de partenariats institutionnels en France et à l'étranger. Elle est en outre membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand. Son exposé a été en partie préparé avec Nathalie Vidal, qui est responsable de la mission PASTEC en région Auvergne-Rhône-Alpes, mission PASTEC qui vous a été présentée lors de la séance précédente pour ceux qui étaient là, et qui est une base de données du patrimoine scientifique et technique en France. Je vous laisse la parole, Marie-Claire. Je vais encore m'immiscer une seconde parce que j'ai oublié de vous rappeler ou de vous dire que Yves Benoît, qui est notre orateur de l'avant-dernier orateur, qui est artisan d'art, a disposé, et qui s'occupe d'impression sur textile, a disposé quelques échantillons juste à droite de la sortie. Et si vous aviez l'occasion, à l'interruption, d'aller jeter un coup d'œil, ça vous donnera déjà quelques éléments de compréhension avant d'aborder son exposé. Voilà. Je suis désolé de cette petite intrusion. Je t'en prie, Marie-Claire, tu as la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je voulais vous remercier de m'avoir donné la possibilité de participer à cette journée. Il me revient la lourde tâche de faire ma présentation pendant votre processus de digestion. Donc j'espère que j'arriverai à vous maintenir en alerte. Je vais faire mon possible en tout cas. Alors c'est très bien parce qu'on a fini ce matin avec les carrosses et moi je vais vous proposer un voyage temporel qui démarre avec les fiacres et qui va nous emmener jusque sur la Lune. Comme vous le voyez sur cette petite slide de présentation, où on commence avec une voiture électrique en 1899 équipée en pneus Michelin et qui franchit les 100 km/h pour la première fois. Et puis voilà, on progresse dans le temps et on finit avec les projets actuels de véhicules lunaires. Je vais passer rapidement sur ce résumé qui en fait faisait partie de la présentation du séminaire d'aujourd'hui. Juste en fait pour vous signaler que ce qui est très important dans la vision du patrimoine chez Michelin, c'est que c'est évidemment une richesse, mais qu'il n'y a aucune nostalgie en fait. C'est vraiment un socle et on a un fil conducteur qui est en règle générale la recherche de l'innovation. Et c'est en fait ce fil conducteur qui fait qu'on démarre en 1889 et on arrive aujourd'hui voilà, avec des projets tels que Artemis par exemple. Alors avant de commencer, et puisque c'est la première fois que je mets les pieds dans la riante ville de Namur, j'essaierai de donner les bonnes dates avec des 70 et des 90, mais si je n'y arrive pas, ne m'en veuillez pas.
Voilà, juste un petit clin d'œil pour commencer. Vous voyez ici, en fait, une plaque de céramique et un guide Michelin qui sont en collection chez nous. La plaque de céramique montre une course automobile qui remonte à 1904 dans les Ardennes belges. Et vous voyez également le premier guide Michelin. Alors non seulement c'est le premier guide Michelin de la Belgique, mais c'est aussi le premier guide que fait Michelin hors de France. Le guide rouge a commencé à apparaître en France en 1900 et lorsqu'on s'attaque à l'international, c'est la Belgique qui a les honneurs du premier guide. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour commencer et ça nous ramène 120 ans en arrière. Alors, rapidement, parce que vous devinez que le sujet est extrêmement vaste, ma présentation, elle se décomposera en 3 points. Le premier, où je vais un peu plus insister sur ce que représente la mémoire des hommes, des lieux et des techniques dans l'histoire de Michelin. Ensuite, j'essaierai de vous présenter un rapide panorama de ce qu'on entend lorsqu'on parle de patrimoine industriel. Et puisque je fais partie donc, du département patrimoine, je vous donnerai un aperçu de ces missions. Si on était en mode ma thèse en 180 secondes, je me limiterais en fait à cette slide-là qui vous présente 2 personnages de l'histoire de Michelin. Alors notre premier personnage qui est Maximilien Gerbert, qui a été le tout premier directeur de laboratoire chez Michelin. Il est embauché en 1892, le premier laboratoire ouvre en 1893. Pour vous donner un peu la stature du personnage, il pouvait partir à la retraite en 1912, ce qu'il a fait. Et en fait, il est revenu pendant la période de la Première Guerre mondiale pour suppléer en fait tous les ingénieurs qui avaient été mobilisés et qui étaient partis au front. Donc voilà, nous avons notre premier personnage. Et le deuxième personnage que je vous présente, c'est une ingénieure qui est toujours chez Michelin, qui s'appelle Agnès Poulbeau, qui, comme vous le voyez, a un palmarès très impressionnant. Elle a été élue femme de l'année 2019, en fait, pour un des brevets qu'elle a déposés. Et on la retrouvera un peu plus loin dans notre présentation. Alors, lorsqu'on parle de mémoire des hommes, il y a évidemment des figures comme celles que je vous ai présentées qui sont un peu plus extraordinaires au premier sens du terme, mais on a vraiment et je pèse mes mots, des centaines de milliers de personnes qui sont passées chez Michelin. On évalue, alors ça reste très approximatif, mais on évalue à peu près le nombre de personnes qui sont passées chez Michelin depuis son origine en 1889, à peu près 2 millions de personnes. Donc on a des figures marquantes, mais on a aussi voilà, toutes ces personnes qui sont passées dans des postes de conception, d'industrialisation, de tests, d'essais, évidemment de fabrication, avec ça va vraiment de la confection à la cuisson, enfin bref, je vous épargne les étapes. On a aussi évidemment toutes les équipes sur le terrain, là vous voyez une équipe de commerciaux, et quand on dit sur le terrain, c'est très vite partout dans le monde. Et puis, il y en a eu beaucoup d'autres. Alors, petite dédicace, en fait, aux personnes qui étaient dans le bibendum, parce que j'ai une révélation à vous faire. En fait, dans le bibendum, généralement, quand vous le voyez bouger, c'est qu'il y a quelqu'un dedans. Que ce soit sur les parades commerciales, que ce soit sur les jeux de plage, encore aujourd'hui sur les salons. Et je peux vous dire qu'il a toujours un grand succès, que c'est un peu comme Tintin, et que de 7 à 77 ans, les gens viennent lui faire des câlins. Donc c'est vraiment notre meilleur ambassadeur de marque. Alors cette préservation de la mémoire, évidemment, elle passe aussi par celle des lieux. Alors là, je vous ai mis 2 visuels qui sont un peu aux 2 extrêmes chronologiques de l'entreprise. Puisque sur Clermont-Ferrand, nous avons plusieurs sites. Le site historique, c'est le site des Carmes. Donc vous avez une vision de ce qu'était la chaufferie des Carmes à l'aube du XXe siècle. Donc, vous, je ne sais pas, moi, quand je vois ça, j'ai un peu l'impression d'être dans la salle des machines du Titanic. Mais voilà, donc c'est évidemment très beau. Et puis, l'autre visuel que vous voyez, c'est un des tout derniers sites qui a été modernisé. Alors, le site de l'Adoux existe depuis 1965, mais il y a 8 ans maintenant, il a eu un nouvel espace qui s'appelle l'espace Urbalade,
Quand on rentre dedans, on a l'impression d'être dans un aéroport. Donc voilà, on passe du Titanic à l'aéroport. Et ça vous donne un aperçu en fait de ce que doit représenter la mémoire des lieux chez Michelin. Alors sur chacun de nos sites, on a évidemment des bâtiments avec des destinations différentes. Donc quelles sont ces destinations? On peut avoir des sites de recherche avec des laboratoires, on peut avoir des sites d'essai et puis des sites de production. Alors les 3 visuels que vous voyez ici, nous avons un laboratoire, alors là on est dans les années 20, donc ça veut dire que le laboratoire chez Michelin existe depuis une trentaine d'années. En termes d'essais, je vous ai quand même mis une de nos stars, puisque vous voyez des essais sur la suspension de la 2 chevaux, puisque la 2 chevaux en fait est une création de Michelin à l'époque où Citroën appartenait à Michelin, mais c'est une autre histoire. On en parlera un autre jour. Et puis, vous voyez un des nombreux sites de production. Alors, le site que vous voyez ici, en fait, nous sommes à Pictou, au Canada. Ils présentent, en fait, leur premier pneu produit sur site. Et voilà, j'ai fait un peu exprès de vous montrer ce visuel pour faire une allusion plus ou moins subtile aux très nombreux sites de fabrication de Michelin dans le monde entier. Et puis forcément, l'activité de Michelin s'inscrivant dans une période de progrès technique bouillonnante, on couvre vraiment de très nombreux domaines. Alors dans le domaine de la compétition, alors vous avez à peu près 110 ans qui séparent ces 2 automobiles, puisque la première est une Brasier de 1905. On passe évidemment par des révolutions techniques et technologiques comme le pneu radial dont je vous parlerai un peu plus longuement tout à l'heure. Et puis, en termes de révolution technique, forcément, lorsqu'on est dans l'ère du temps, on propose par exemple le tout premier pneu vert à partir des années 1990. Le point commun évidemment entre tout ça peut être résumé en cette phrase qui dit tout, qui présente donc notre icône qui a été élu d'ailleurs, je vais y arriver, meilleur logo du monde en 2000. Et je tiens à préciser que ce n'est pas nous, Michelin, qui avons voté. Ça a été élu par un jury international de professionnels du marketing. Alors évidemment, ce savoir-faire dont je vous ai rapidement tracé les traits, il se traduit par des champs d'application très vastes. Voilà, voici le fiacre qui s'inscrit dans la droite ligne des carrosses dont on a parlé tout à l'heure. Donc vous voyez ce fiacre qui est équipé de pneus Michelin, comme il est abordé sur la portière. Et puis on arrive à la navette spatiale qui a été équipée en pneus Michelin. Et entre les deux, on a vraiment toute une gamme de produits qui va peut-être de votre vélo jusqu'à l'avion, en passant par un dumper rigide. Donc voilà, c'est extrêmement vaste. Alors justement, quand on parle de patrimoine industriel chez Michelin, on parle de quoi? Donc vous l'aurez compris, en fait, dans la culture de Michelin, et depuis 1889, qui est la date en fait de la reprise par les frères André et Édouard Michelin d'une entreprise créée par leur grand-père et qui avait connu quelques vicissitudes. En fait, j'allais dire, le cœur du réacteur, c'est vraiment l'innovation. Et l'innovation, en fait, elle passe par la connaissance des matériaux, d'où l'importance de la recherche et du développement, qui est un des premiers leviers, mais qui n'est pas le seul, puisqu'on a aussi les tests et les essais. On a évidemment, et ça a été évoqué un peu ce matin également, le dépôt de brevets. On a des moyens de fabrication qui sont mis en place et un savoir-faire donc, qui se décline dans différents domaines. Le premier levier dont on va parler, c'est la recherche. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous égrener une suite interminable de dates, mais je vais faire un petit focus sur quelques dates qui sont importantes dans notre histoire. Donc tout à l'heure, je l'ai évoqué, 1893, c'est la création du premier laboratoire de chimie. Et vous revoyez sur ce visuel M. Gerbert à l'œuvre dans son laboratoire. Ce premier laboratoire est suivi d'un laboratoire de physique dès 1912.
Et 1947, c'est vraiment un jalon dans l'histoire des techniques chez Michelin, puisque Michelin s'équipe d'un microscope électronique à transmission, qui à l'époque est un prototype, qui est mis au point par la CSF, qui a des aptitudes technologiques inégalées. Et cette date de 1947, elle est importante par rapport au pneu radial dont je vous parlerai tout à l'heure. Et je vous fais un peu de teasing pour, voilà, histoire de vous maintenir en éveil. Ce microscope électronique à transmission, on le retrouvera tout à l'heure parce que dans la valorisation qu'on fait, nous, au patrimoine, il joue un rôle important. 1961, ce premier microscope part à la retraite. Il est remplacé par un autre qui est encore plus performant. Et vous verrez que lui aussi, on le retrouvera tout à l'heure dans notre histoire. En 1973, nous avons un véhicule qui est emblématique chez nous. Alors son nom de code, c'est PLR, mais on a un nom beaucoup plus sympa qui s'appelle le mille-pattes. Pourquoi le mille-pattes? Parce qu'en fait, il a 5 trains de pneus. Et on le verra tout à l'heure. Vous le verrez. Certains peut-être d'entre vous le connaissent. Et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'oublier. Et puis pour poursuivre l'équipement, et alors là on bascule dans le monde de l'informatique dans les années 80, puisqu'à l'époque en fait, comme ils avaient été à l'avant-garde avec le microscope qui était un prototype, dans les années 80, Michelin s'équipe d'un ordinateur qui s'appelle le Cray et qui à l'époque est le plus puissant ordinateur du monde. Alors, je vais passer rapidement, mais aujourd'hui, c'est pour vous dire, en fait, pour vous montrer à quel point l'histoire continue, puisque du premier laboratoire de chimie à Clermont-Ferrand, on est passé à 8 centres de recherche et développement partout dans le monde. Lorsqu'on parle de recherche et développement chez Michelin, c'est 6000 salariés, sachant que à l'heure actuelle, le groupe, c'est à peu près 130 000 personnes dans le monde. Et on est sur un budget actuel de 44 millions d'euros qui sont consacrés à la recherche. Alors, cette recherche, elle est mise en valeur aussi bien en interne qu'en externe. En interne, évidemment, outre les équipes qui y travaillent, on a notamment la chance d'avoir un magazine interne chez Michelin qui existe. Alors, il y avait eu un premier galop d'essai dans les années 20. Il redémarre en 1942 sans interruption. Et comme vous le voyez à travers ces deux exemples qui datent pour le premier de 1964, pour le second de 1989, le magazine interne et donc la communication interne de Michelin se fait régulièrement l'écho des équipements qui sont mis à la disposition des équipes pour favoriser justement une innovation toujours en mouvement. Et puis on a aussi une reconnaissance externe. Alors là, c'est pareil, au niveau chronologique, on fait un grand écart, puisque vous avez sur votre gauche un médaillé qui fait partie de nos collections patrimoniales, qui reprend donc toutes les récompenses qui ont été attribuées à Michelin et, j'allais dire, son ancêtre. Je vous ai parlé tout à l'heure du grand-père des frères Michelin, qui a été récompensé à partir de l'exposition universelle de 1855. Donc vous avez ce médaillé, et puis vous avez un des derniers titres qui a été attribué à Michelin. Là, on est en mars de cette année, donc c'est tout frais, où Michelin est reconnu parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde. Et j'ai une nouvelle encore plus fraîche, puisque j'ai entendu ce matin, en me préparant avant de venir ici, qu'il y a une enquête qui vient de sortir en France sur les marques préférées des Français. Alors, j'espérais bien entendre le nom de Michelin, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit numéro 1, et c'est le cas. Voilà, Michelin est la marque préférée des Français. Le second levier, après la recherche, évidemment, on passe aux tests et aux essais. Alors là, vous voyez différentes représentations. Le premier visuel que je vous montre, c'est l'intérieur d'un site qui est emblématique à Clermont-Ferrand, qui s'appelle les pistes de Catarou. On en verra une vue externe tout à l'heure. Alors imaginez en fait des immenses toboggans qui font à peu près 400 mètres de long,
qui font à peu près 40 mètres de haut et qui voient passer en fait en va-et-vient continu des chariots. Alors des chariots pour des pneus de voiture, pour des pneus de poids lourds et pour des pneus de métro. Donc là, vous avez une vue intérieure. Le site n'est plus exploité depuis les années 2000, mais il est toujours présent et on a un projet actuellement de valorisation. On passe aussi par des outils, qu'ils soient techniques ou technologiques. On parlait ce matin de la préservation des machines et des outils. Alors, on n'a pas pu tout sauvegarder parce que vous imaginez que depuis 1889, la ville de Clermont-Ferrand n'y suffirait pas. Mais on a quand même des outils et machines qu'on espère emblématiques et puis des équipements, notamment des équipements de laboratoire. Et puis, évidemment, tous ces sites et tous ces outils ne sont exploitables que si on a des hommes et des femmes pour les faire fonctionner. Et là, on trouve voilà, des équipiers qui recouvrent des champs de compétences extrêmement divers, des profils extrêmement divers et des expertises qui sont reconnues à la fois, Dieu merci, en interne et puis aussi en externe. Lorsqu'on parle de tests d'essai, voilà, je vous l'avais promis, je vous le montre. Vous voyez cette fois une vue extérieure des pistes de Catarou à Clermont-Ferrand, qui sont... Alors, c'est un élément patrimonial intéressant, puisque évidemment, chez Michelin, tout le monde les connaît, mais elles sont aussi connues de tous les Clermontois. Qu'on travaille chez Michelin ou pas, les pistes de Catarou, tout le monde voit de quoi on parle. Et c'est tellement un élément emblématique du paysage qu'elles ont donné leur nom à un quartier, en fait. À Clermont-Ferrand, il y a le quartier des pistes. Un autre exemple que je vous montre, c'est le centre de l'Adoux, à Clermont-Ferrand. Tout à l'heure, on a vu une vision du nouveau bâtiment qui s'appelle Urbalade, qui est assez futuriste. Là, vous voyez un exemple de tracé de ces pistes. Et ce centre de l'Adoux a ouvert en 1965. Lorsqu'on l'a présenté, on travaille actuellement avec des muséographes sur le site de la future aventure Michelin. On en a une, mais qui va avoir une petite sœur dans pas longtemps. Et en fait, le muséographe, c'est pour ça que je l'ai marqué entre parenthèses, s'est exprimé quand on lui a donné la superficie du site de l'Adoux. Oh, il fait la taille de l'aéroport de Casablanca. Alors, je ne connais pas l'aéroport de Casablanca, mais apparemment, lui, si. Et voilà, ça l'avait un peu marqué. Un autre exemple que je vous donne, c'est le site d'Almeria, qui est aux États-Unis, en Espagne, pardon, qui me permet de vous donner un aperçu des centres de recherche et développement qu'on a à l'étranger. Alors lui, il fait 3000 hectares, ce qui est absolument énorme, parce que lui est consacré aux tests et aux essais sur les engins de génie civil. Et donc, vous imaginez bien que pour tester, par exemple, un dumper, il faut prendre un peu son élan. Et puis le dernier exemple que je vous montre, c'est le site de Lawrence aux États-Unis. Alors le temps qu'on passe à faire des tests et des essais sur la route et aussi sur rail, vous allez voir pourquoi, c'est un gage en fait de la fiabilité des produits. Vous voyez par exemple sur cette affiche que dans les années 70, Michelin communique sur le fait que 10 millions de kilomètres d'essais sont effectués par an. Donc effectivement, c'est énorme, mais c'est la condition sine qua non pour que lorsque les produits arrivent sur le marché, ils sont d'une fiabilité totale. Et puis pourquoi je vous ai parlé du rail ? Parce que dans les années 30, Michelin se lance dans la fabrication des fameuses Michelines, donc qui ne sont pas un hommage à toutes les Michelines de France, mais qui sont un dérivé du nom de Michelin. Et vous voyez sur ce prospectus qui date de 1933, donc en 1933, on est 2 ans après le voyage inaugural de la Micheline, entre Paris et Deauville, qui a eu parmi ses passagers, par exemple, monsieur André Citroën. Et en fait, lorsque vous voyez le nombre de kilomètres qui ont été parcourus, vous voyez que le nombre de kilomètres en essai et en démonstration, il est quasiment équivalent à l'époque au service, en fait, j'allais dire, consommateur. Donc ça vous donne un aperçu vraiment de l'importance que revêtent les tests et les essais pour Michelin.
On a une citation, un portrait qui est fait d'André Michelin, un des fondateurs, par un de ses collaborateurs, qui dit que André Michelin était très large sur le temps d'étude et économe sur le temps d'exécution. Donc, en ce qui concerne la largesse du temps d'étude, vous voyez qu'on a eu à cœur de continuer en fait ce que voulait mettre en place André Michelin. Et puis ensuite, évidemment, ces tests et ces essais, ils sont ensuite intégrés dans un processus que nous, on appelle de la piste à la route et qui passe par différents vecteurs. Le premier vecteur que vous voyez ici, ce sont les véhicules d'essai. Alors, je vous ai évoqué tout à l'heure des véhicules de tourisme, mais on a aussi des motos, on a du génie civil. Le véhicule que vous voyez ici, c'est un Willem qui est absolument spectaculaire. Rien que le capot fait plus de 3 mètres de long et il fait partie de nos collections patrimoniales. La deuxième possibilité pour nos essais, c'est de faire des essais dans des conditions extrêmes, alors de chaleur, de froid. Là, vous voyez une piste glacée qui est en Hollande, en camion. Donc, inutile de vous dire que les pilotes sur ce genre de véhicule sont de véritables artistes. On a aussi une vision de la compétition en fait qui est une extension du laboratoire, c'est-à-dire que le monde de la compétition est depuis l'origine, c'est un moyen de tester les nouvelles trouvailles qui ont été faites. Et le visuel que vous voyez ici, c'est un véhicule qui s'appelle l'Éclair, qui a été le premier véhicule à être équipé de pneumatiques par les frères Michelin qui ont pris part à une course en 1895 entre Paris et Bordeaux. Alors, l'honnêteté me force à vous avouer qu'ils sont arrivés derniers de la course. Ils sont arrivés 9e, sachant qu'au début, il y avait 46 inscrits. Mais voilà, 9 seulement sont parvenus. Ils sont parvenus 9e, mais par contre, ils ont fini la course. Et en faisant ça, ils ont déjoué tous les pronostics de l'époque. Et puis, voilà, un grand bond dans le temps, mais c'est notre spécialité, puisque sur ce visuel que vous voyez et qui est tout neuf, j'allais dire, puisque les essais ont été faits cet été. Il y a un site près de Clermont-Ferrand qui est une ancienne carrière volcanique. Et en fait, il a été considéré que le sol de cette carrière était très similaire à ce qu'on pouvait trouver sur la Lune. Et donc, ce site a été choisi pour faire des essais du pneu lunaire, puisque Michelin a été, pour l'instant, à ce stade, retenu par un appel d'offres de la NASA dans le cadre de leur programme Artemis. Alors, pour finir sur cette séquence des essais, je vous ai mis quelques visuels assez extrêmes où vous voyez, par exemple, des tests sur des ailes d'avion, puisque Michelin a fabriqué des avions pendant la Première Guerre mondiale. Donc, le but du jeu, c'est de voir si les ailes supportent toutes les pierres et même certains personnages que vous voyez sur les ailes. Vous avez aussi une vision toute particulière du Swinging London avec cet autobus à Impérial qui inexplicablement tient. Vous avez un exemple de pistes sur lesquelles les pneus de génie civil sont soumis vraiment à des conditions d'utilisation extrêmes pour voir s'ils tiennent dans la vraie vie. Et puis, je vous ai juste fait un petit clin d'œil avec une présentation où vous voyez André Michelin en train de faire, j'allais dire le guignol, je ne devrais pas parler comme ça de l'un de mes fondateurs, mais qui fait une présentation en fait sur un manège en 1895 des avantages d'un véhicule sur pneus par rapport à un véhicule qui n'est pas équipé de pneumatiques. Et donc là, la démonstration, c'est de montrer que lorsqu'on n'est pas sur pneumatique, c'est tellement inconfortable que même son chapeau saute en l'air. Alors le troisième vecteur en fait qu'on a en termes d'histoire de l'innovation, c'est évidemment les brevets. Alors je passerai assez rapidement puisque je suis déjà trop bavarde. Sachez que le brevet fondateur vraiment chez Michelin, c'est le brevet du pneu démontable en 1891, puisque Michelin n'est pas l'inventeur du pneu. L'inventeur du pneu, c'est Dunlop. Par contre, auparavant, le pneu était collé.
Et en fait, Michelin invente le pneu démontable, ce qui, en cas de crevaison, évidemment, change la vie, puisqu'on passe de plus de 15 heures pour changer un pneu à une vingtaine de minutes. Donc en 1891, c'est le premier brevet de pneu chez Michelin, et c'est un pneu de vélo. Le deuxième jalon dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le brevet du pneu radial. C'est vraiment une étape majeure dans l'histoire de Michelin. Alors pourquoi ? Pour beaucoup de raisons. La première, c'est que le pneu radial, il est donc déposé en 1946. Donc on est en fait juste après la Seconde Guerre mondiale. Et ça veut dire qu'en fait, malgré les difficultés qu'on imagine bien, en fait, les recherches ont continué sur cette période. Et je vous ai mis un extrait, en fait, toujours de notre magazine interne, où on est en octobre 1944, où en fait, on fait un peu de teasing en parlant d'un service d'études et d'essais qui a préparé des progrès qui peuvent causer d'heureuses surprises. Il faut savoir que dans l'histoire de Michelin, c'est particulièrement important pour le moral des troupes, entre guillemets, puisqu'on est en octobre 1944 et qu'en mars précédent, l'usine de Cataro à Clermont-Ferrand, notamment les pistes que je vous ai montrées tout à l'heure, ont été bombardées. Donc c'était un moyen de prouver que les recherches continuaient, que la vie continuait et que d'un mal pouvait sortir un bien. L'avantage du brevet de ce pneu radial, c'est que ça a assuré une avance technologique à Michelin pendant de longues années, pendant toute la durée évidemment de protection du brevet, et que ça a donné un avantage substantiel par rapport aux concurrents en externe, et puis par rapport aux candidats en interne, puisqu'en fait la possibilité de travailler avec cette avance technologique a attiré de nombreux talents en termes d'ingénieurs, de chercheurs, etc. Et très rapidement, en ce moment, moi je m'occupe d'un projet de collecte de mémoire des seniors, et c'est quelque chose qui revient assez souvent, c'est-à-dire que les gens à l'époque des 30 Glorieuses qui avaient le choix entre plein d'entreprises toutes assez prestigieuses ont souvent choisi Michelin justement pour avoir la possibilité de travailler, j'allais dire, d'apporter leur pierre à cette histoire de l'innovation. Et puis, donc, ce que vous voyez ici, vous avez deux objets phares. Vous avez le prototype du pneu radial que nous appelons la cage à mouche. Et ce radial a été récompensé en 1978 pour sa contribution au transport moderne. Donc nous avons reçu une médaille du Sperry Award. Et les deux assets que vous voyez ici présentés sont visibles des visiteurs qui viennent visiter l'aventure Michelin à Clermont-Ferrand. Alors ce qui est important, c'est que ce dépôt de brevet, il se passe en 1946. Donc on pourrait se dire justement, voilà, étape majeure, avance technologique, on attire l'attractivité marque employeur, on va dire. Mais Michelin ne se repose pas du tout sur ses lauriers, puisque c'est l'année suivante que Michelin va s'équiper d'un microscope électronique à transmission et donc continuer en fait sa course pour être toujours plus innovant et toujours en avance sur ses concurrents. Une fois qu'on a fait toute cette démarche de recherche, de tests, d'essais et de dépôt de brevet, bien évidemment la phase de fabrication avec un outillage en atelier ou en laboratoire, avec également dans les bureaux d'études. Et puis, je vous ai très rapidement évoqué, mais il y a une activité chez Michelin qui n'est pas négligeable, qui est celle des cartes et guides. Et nous avons aussi notamment beaucoup de matériel qui est en lien avec la conception des cartes, que ce soit le dessin des cartes ou l'édition des cartes. Et puis nous avons également, en ce qui concerne les laboratoires, un énorme corpus de verreries de laboratoire, par exemple, des instruments de mesure, et on revient à notre fameux microscope électronique à transmission. Et tous ces objets, en fait, chez nous, font l'objet d'un inventaire qui est réalisé en partenariat avec la mission PADSTEC d'Auvergne. Le dernier visuel que je vous montre très rapidement, en fait, le visuel du bas, c'est un appareil de radiographie qui a fait partie de l'hôpital de guerre
que Michelin a monté en 3 semaines sur son site des Carmes au tout début de la Première Guerre mondiale. Et pour vous donner un aperçu en fait de la recherche d'excellence qui est quand même intrinsèque à la façon de fonctionner, à l'époque, cet appareil de radiographie était tellement perfectionné que Michelin réalisait les radiographies pour tous les hôpitaux de Clermont-Ferrand à l'époque. Et puis après, on passe donc sur l'application de ce savoir-faire. Alors, ce serait beaucoup trop vaste pour que je vous en fasse un inventaire à la Prévert. Je vous ai donc mis juste quelques petits exemples, avec notamment, on a une collection de plans, que ce soit des sites industriels ou des machines, qui est assez énorme. Donc là, je vous ai mis par exemple un petit plan de Micheline qui est assez esthétique. On a évidemment une énorme documentation technique. On a aussi des photos de gens qui sont pris dans les ateliers, que ce soit des ateliers de confection, de cuisson, de nappes textiles, etc. Et puis très rapidement, en fait, chez Michelin, on a eu à cœur de monter ce qu'on appelle une bibliothèque des gestes, qui a toujours lieu et qui existe depuis longtemps, puisque le visuel que vous voyez en haut à droite représente en fait une ouvrière dans un atelier de confection de pneumatiques. Et en fait, à l'époque, cette photo a été légendée « Geste d'une ouvrière ». Donc effectivement, on a eu à cœur en fait d'immortaliser très rapidement l'activité dans les ateliers. Et donc vous voyez la transition avec ce qui continue de se faire, puisque là, on passe de l'ouvrière à la technicienne, et elle aussi, on a à cœur d'immortaliser ce qu'elle est en train de faire, lorsque, ici en l'occurrence, elle prend la pression d'un pneu. Alors, un autre aspect intéressant dans le savoir-faire de Michelin, c'est que justement, il est mis au service des communautés. Je vous ai parlé rapidement de l'appareil de radiographie de la Première Guerre mondiale. Et là, je reviens en fait sur le microscope électronique à transmission de 1961, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a remplacé le MET de 1947. Alors, ce MET de 1961, il a un destin assez intéressant, puisque lorsqu'il est réformé par Michelin, il est en fait proposé au laboratoire de botanique de l'université de Clermont-Ferrand, qui n'a pas les moyens de s'équiper de ce type d'appareil et qui va donc l'utiliser pour ses propres recherches. Lorsque l'université de Clermont-Ferrand souhaite s'en défaire, elle le propose au musée Crozatier du Puy-en-Velay. Le musée Crozatier, à son tour, le propose à une école technique qui s'appelle Polytech à Clermont-Ferrand. Et lorsque Polytech décide de s'en séparer, ils appellent la mission Padstech de Clermont-Ferrand, enfin d'Auvergne, et leur proposent ce microscope. Et là, la chance énorme qu'on a eue, c'est que la personne qui a été contactée était la personne qui avait travaillé sur le MET de 1947, qui a forcément fait le lien entre les deux, et qui nous a permis en fait à nouveau de récupérer ce microscope qui fait désormais partie de nos collections patrimoniales. Un autre exemple que je peux vous évoquer très rapidement, c'est la contribution des personnels Michelin en ingénierie et en recherche dans le monde de la publication scientifique. Et puis un dernier exemple que je peux vous donner, on a un de nos directeurs de département de chimie qui a été mandaté auprès du Centre Pompidou afin que son expertise en fait leur serve dans la conservation de leurs œuvres à base de polymères. Dernière partie de mon exposé, c'est un rapide aperçu des missions que nous avons, nous, au département patrimoine. Puisque j'ai coutume de dire qu'on est à la fois héritier, conservateur et passeur. Donc héritier, conservateur et passeur, on est à la fois sur le passé, puisqu'on hérite, sur le présent, puisqu'il faut qu'on conserve dans des conditions optimales, et puis passeur, parce que aussi bien pour les générations actuelles que futures, on a à cœur en fait de transmettre ce patrimoine. Alors puisqu'on est sur ces trois temporalités, on a également trois missions qui sont la collecte, la conservation et la valorisation.
Alors la collecte, en fait, chez Michelin, au département patrimoine, nous avons 20 salles d'archives. Donc je vous rassure, je ne vais pas vous les énumérer. Je voulais juste faire un focus sur la salle qui est consacrée au patrimoine scientifique et technique, dont l'inventaire est réalisé en partenariat avec la mission Padstec Auvergne. Et puis, outre ces éléments qu'on peut intégrer dans nos salles d'archives, on a des éléments industriels qui restent in situ. Et les deux photos que vous voyez l'une sur l'autre représentent en fait une rouleuse en génie civil telle qu'elle était sur site dans les années 60 et telle qu'elle subsiste aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il reste la fosse. C'est un élément qui est présent sur notre site de Cataro à Clermont-Ferrand et ce site faisant l'objet actuellement d'une étude de revalorisation. Cette fosse devrait avoir une seconde vie dans un futur proche et on en est évidemment ravis. Je vous parlais de la mission Padstec. Donc, ils nous aident en fait pour faire l'inventaire de cette salle consacrée au patrimoine scientifique et technique. Ils ont établi 10 catégories différentes. Alors, vous voyez que c'est extrêmement vaste puisqu'on passe des instruments de mesure au matériel médical en passant par la verrerie, les véhicules d'essai et les instruments de cartographie. Ça vous donne un léger aperçu en fait de la multiplicité des objets qui sont en notre possession. Et ce matin, Michel Cotte a fait référence à Florent Laroche, oui, pardon. Et nous sommes actuellement en contact avec lui, puisque nous avons un projet de numérisation d'un bâtiment sur un site industriel qui est le site de l'Adoux. Tout à l'heure, je vous ai montré leur piste d'essai. C'est un bâtiment qui va être amené à disparaître. Et donc, on a un projet de numérisation avec Florent Laroche. Alors, rapidement, et pour le plaisir des yeux, je vous montre un top 10 que j'avoue totalement subjectif. En fait, pour chaque catégorie que je vous ai montré dans l'inventaire, je vous ai mis une illustration de ce que nous avons en collection. Donc, ça vous donne un aperçu assez large de l'étendue du périmètre qu'on couvre lorsqu'on parle de notre patrimoine scientifique et technique. Et puis le dernier volet de nos missions au patrimoine, donc c'est la valorisation de nos collections, puisqu'on a, bien sûr, la conservation est très importante pour nous. On fait évidemment très attention dans nos salles d'archives à tout ce qui est température, hygrométrie, luminosité, etc. Mais l'objectif, c'est quand même de pouvoir valoriser tout ce qu'on a. Et quand on parle de valorisation, on parle aussi bien de la valorisation en interne qu'en externe. En interne, ça passe par la formation des nouveaux arrivants. Tous les nouveaux arrivants chez Michelin ont droit, lorsqu'ils arrivent, à 3 jours de formation et qui commencent par une session de 2 heures de présentation de l'histoire de Michelin. Et puis, on est également, nous, département patrimoine, au service de toutes les entités du groupe, où qu'elles soient dans le monde. Donc, ça passe aussi bien par des recherches documentaires que, par exemple, des événements. Lorsque on a un anniversaire de site, la semaine dernière, par exemple, le site de Greenville aux États-Unis a fêté ses 50 ans, donc il nous a sollicité. Et puis, on peut aussi être amené à apporter des éléments historiques lorsqu'ils ont des supports de communication. La valorisation, elle est aussi externe, et là, c'est extrêmement vaste, puisque ça peut être aussi bien des demandes médiatiques que des demandes scientifiques, avec des contributions à des publications ou des participations à des colloques tels qu'aujourd'hui. Ça passe aussi par une politique de prêt auprès d'institutions muséales extrêmement diverses, en France et à l'étranger. Et puis, on a évidemment un accès grand public. J'ai évoqué tout à l'heure l'Aventure Michelin, qui est donc notre musée de marque à Clermont-Ferrand, qui a ouvert en 2009 et qui a à ce jour accueilli à peu près 1,3 million de visiteurs. Alors, pour finir, je vous propose de boucler la boucle. Tout à l'heure, en introduction, je vous ai présenté 2 de nos figures, Monsieur Gerbert et Madame Poulbeau.
on va les retrouver en fait dans nos archives. Ce que vous voyez ici, c'est une lettre donc, qui fait partie de nos archives, qui est écrite à Édouard Michelin par M. Gerbert, qui est encore à l'époque professeur à Polytechnique. Cette lettre, elle est de septembre 1892. Et alors, quand je suis tombée dessus, j'ai eu l'impression de lire du Marcel Proust. Puisqu'en fait, sa lettre, elle commence par « Il m'est venu cette nuit une idée ». Donc, c'est assez joli, comme quoi, quand on dit que la nuit porte conseil, parfois c'est vrai. Et en fait, dans cette lettre, il lui propose un prototype. Alors, on a droit donc au texte et puis au dessin qui l'accompagne. Cette lettre, elle est de septembre 1892. Monsieur Gerbert, il est embauché en novembre 1892. Donc, on peut légitimement penser que la lettre a produit son petit effet. Monsieur Gerbert, on le retrouve aussi dans la mémoire des lieux chez Michelin. Puisque ce que vous voyez ici, donc c'est l'Aventure Michelin, le musée, qui, comme vous pouvez le constater, a été installé dans un ancien atelier industriel. C'était un atelier où on fabriquait des nappes textiles. Et en fait, ce bâtiment, chez Michelin, il s'appelle le bâtiment G11. Et en fait, le G du bâtiment fait référence à Monsieur Gerbert. Tout à l'heure, je vous ai parlé du projet de numérisation d'un bâtiment qui est sur le site de l'Adoux, et ce bâtiment, il s'appelle G16. Donc G16, on a encore la trace de notre Monsieur Gerbert. Et puis un dernier exemple avec donc Agnès Poulbeau, qu'on a rencontré avec Nathalie Vidal, donc ma comparse de la mission Padsteak. Tous les ans, dans le cadre de la valorisation, on présente une exposition temporaire sur le site de l'Aventure Michelin en lien avec la Semaine de l'Industrie. Et l'année dernière, en fait, on a eu la chance, Nathalie Vidal et moi, de rencontrer Agnès Poulbeau. Donc, ça a été l'objet d'un entretien qui a été filmé, donc qui fait partie de notre recueil de témoignages oraux, donc constitution de notre patrimoine immatériel. Et elle nous a prêté des sculptures en fait de son invention de pneus Régenion, donc qui ont été mis en valeur dans l'une de nos vitrines. Alors pour résumer tout ce que je vous ai dit et pour vous montrer à quel point en fait les missions du patrimoine s'organisent de façon raisonnée, je vous ai parlé de nos 3 missions: collecte, conservation, valorisation. Là vous en avez 2 exemples assez frappants. Le premier, c'est notre microscope électronique à transmission, que vous voyez donc vraiment dans son site d'utilisation en laboratoire dans les années 1950. Et vous le voyez tel qu'il est présenté actuellement dans le parcours scénographique de l'Aventure Michelin, étant précisé que pour l'instant, c'est notre seul asset historique qui bénéficie du statut de monument historique. Et d'ailleurs, le classement monument historique a été obtenu grâce à la précieuse contribution de l'équipe Padsteak qui nous a aidé en fait à monter le dossier pour obtenir son classement. Et puis, je vous l'avais promis, vous la voyez. Donc, vous voyez notre magnifique déesse augmentée, donc qui répond au doux surnom de Mille Pattes. Alors, les coloris vous donnent une indication. On est bien dans les années 70. Et vous la voyez donc sur les pistes de l'Adoux en exercice, et vous la voyez telle qu'elle est présentée actuellement dans le parcours scénographique de l'Aventure Michelin. Et je ne vous cache pas que c'est quand même une de nos stars dans le parcours. Alors en conclusion, et puisque nous avons affaire ici quand même à de nombreuses personnes qui baignent dans le milieu scientifique, je vous présente une vision de la connaissance scientifique chez Michelin dans les années 1950. Michelin, en fait, avait des écoles, notamment des écoles techniques d'enseignement pour les apprentis, et tous les ans, il y avait une remise de prix. Et on retrouve notre journal interne. En 1952, il y a une distribution des prix, et le journal interne s'en fait l'écho en disant le film Madame Curie clôtura cette soirée. Il montra aux élèves que rien de grand ne s'obtient sans effort, que le goût de la science peut s'unir à la simplicité. Rester simple dans la grandeur et grand dans la simplicité est en effet la suprême sagesse.
Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je vous remercie de votre attention. Donc maintenant, on va passer à deux exposés qui nous viennent de l'Université libre de Bruxelles et qui sont consacrés au patrimoine scientifique, aux machines d'essai et d'enseignement. Alors, on a regroupé ces deux exposés. Le premier sera un exposé de Bernard Espion, qui est professeur émérite de génie civil à l'ULB et qui a été directeur du laboratoire de génie civil pendant de nombreuses années, et qui un laboratoire dans lequel il y a quelques machines, quelques machines qui ont un siècle d'existence et quelques qui sont obsolètes, et d'autres machines qui sont pas beaucoup plus jeunes et qui fonctionnent encore. Et l'idée de ces deux exposés, c'est l'Université libre de Bruxelles est confrontée, comme j'imagine toutes les universités, à des réaffectations de locaux. Donc, elle est en face de machines qui sont devenues obsolètes, et la question est qu'en faire, comment les conserver, etc. Donc, je vais passer d'abord la parole à Bernard Espion, qui, comme je vous l'ai dit, est professeur émérite en génie civil et qui est un expert en patrimoine d'ingénierie. Et l'exposé suivant, je vous les présente parce qu'ils seront articulés, donc sera fait par Catherine Dunt, qui est architecte de l'Université libre de Bruxelles, peut-être pas, donc de l'école d'architecture qui est intégrée après l'Université libre de Bruxelles, et qui, après une carrière dans le privé, a rejoint l'université pour diriger le service, le bureau d'études internes du département des infrastructures, et qui en charge le maintien, la sécurité, l'exploitation et le développement des infrastructures immobilières de l'ULB. Et donc c'est elle qui est confrontée à ce problème de matériel qui se trouve dans les locaux dont elle doit assurer la réaffectation. Bernard, je te passe la parole. Et donc Bernard va d'abord nous parler d'équipements d'essai en génie civil. Et comme Bernard est un chercheur très pointilleux, il a fait une petite recherche assez forte, mais je vais être sur le type de matériel, et il va nous amener tout cela. Alors, et voilà. Pas encore. Ah, voilà, merci. C'est ça, très bien. Merci Michel pour cette introduction. Alors, dans l'exposé qui vient de nous être présenté, on a évidemment parlé également d'essais. Mon propos sera beaucoup plus réducteur ici, parce que je vais vous parler d'essais des matériaux, mais au sens caractérisation mécanique des matériaux. Il y a beaucoup d'autres essais qu'on peut faire sur des matériaux, mais c'est pas mon propos. Quoique, dans le laboratoire qui était en dessous du nôtre, il y avait aussi des microscopes électroniques, et je pense qu'il y en a malheureusement quelques-uns qui sont passés à la poubelle depuis un certain temps. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche sur des matériaux? Je pense qu'il y a deux raisons, enfin de la caractérisation mécanique, soit c'est de la pure recherche scientifique, de la connaissance, connaître notamment par rapport aux nouveaux matériaux, ou alors c'est le contrôle dans une optique industrielle des performances mécaniques des matériaux en tant que produits finis, ou des éléments finis qu'on peut mettre dans des machines d'essai, comme des crochets de levage, des élingues ou ce genre de choses. Alors, le développement des machines d'essai s'inscrit en parallèle de l'histoire de la progression des connaissances, de l'industrialisation, bien entendu, et du développement des méthodes de calcul et de dimensionnement des organes de machines, des constructions, des véhicules de tout type.
Alors, c'est d'abord la recherche scientifique, je pense, ou la curiosité intellectuelle qui a conduit à la construction des premières machines d'essai. Et la première installation dont on est une illustration, qui est vraisemblable pour une machine d'essai, se trouve dans un écrit du professeur de mécanique à Leyde, Peter van Musschenbroek, publié en 1729, début 18e, le principe de sollicitation de l'éprouvette. Ah, attendez, il faut que je trouve le bon bouton. Oui, voilà. Donc, on a une éprouvette ici qui est une éprouvette métallique, probablement, qui est soumise à traction. Le principe de la mise en charge, c'est la balance romaine. Donc, ici, on a un pivot, un petit levier et un grand levier avec un poids qu'on peut déplacer. Bien entendu, l'effet de la force est amplifié dans le rapport des bras de levier par rapport à la masse qui est appliquée. C'est évidemment pas extrêmement précis, c'est plein de frottements partout, il y a des indéterminations, mais enfin, le principe va encore durer un certain temps. Donc, ici, chez Rondelet, dans son célèbre traité de l'art de bâtir, en fait, se rapporte à un contexte qui est la fin du XVIIIe siècle, je pense, si je ne me trompe pas, qui est celui de la construction ou l'expertise de problèmes qui se posent avec la construction de l'église Sainte-Geneviève, c'est-à-dire ce qui sera le Panthéon, à Paris, dont l'architecte est Soufflot. Vous savez, dans cette histoire, il y a notamment les parements de pierre des colonnes qui se fissurent. Donc, il y a Émile Gautier, qui est un ingénieur, qui est un des experts, et puis Rondelet est le continuateur de l'œuvre de Soufflot après le décès d'ici. Donc ici, c'est toujours le même principe, mais on teste en compression des échantillons de pierre ici. Donc, mais c'est toujours le principe de la balance romaine. Alors, passons de l'autre côté de la Manche, où l'industrialisation, en particulier la production de fonte, de fer, puis d'acier, a progressé beaucoup plus rapidement que sur le continent, et nous faisons la connaissance d'un personnage important dans l'histoire du développement des essais de résistance des matériaux, un Écossais, David Kirkcaldy. Il travaille pour le fabricant de construction métallique Napier à Glasgow de 1843 à 1862, et il y effectue des tests systématiques de traction sur des éprouvettes de fer, d'acier, de différentes provenances au moyen de cette machine d'essai. Vous voyez, c'est toujours un peu le même principe, le principe de la balance romaine, comme celle, je vais dire, 150 ans plus tôt de Van Musschenbroek. Les résultats de ces essais qui sont réalisés de 1858 à 61 sont publiés en 1862 dans un livre important qui est une source d'informations sur les propriétés mécanique des fers et des aciers de l'époque. Kirkcaldy quitte Navier en 1862 et se met à étudier à ses frais la construction d'une machine universelle d'essai de 1 million de livres, environ 450 tonnes, qu'il fait construire à ses frais dans un atelier de Leeds, et il l'installe dans un quartier de Londres, qui est situé un peu au sud de la Tamise, Southwark, où la machine entre en service en 1866. Donc, Kirkcaldy, en fait, crée le premier laboratoire indépendant d'essai et de contrôle des matériaux. On parle alors surtout de caractérisation mécanique en traction et en compression des matériaux ou de produits finis, tels que, par exemple, ici, ces barres à œillet qui sont probablement des éléments d'une chaîne de suspension, par exemple, pour un pont suspendu. En 1874, la machine est déménagée dans un nouveau bâtiment, Kirkcaldy Testing Works, qui est aujourd'hui un musée, évidemment, dont le fonctionnement repose sur des bénévoles, mais qui se visite une fois par mois, qui
Et comme je vais à Londres la semaine prochaine pour donner une conférence différente de ceci, je me suis arrangé pour avoir une petite visite privée de ce musée. Au fronton du bâtiment, le motto du laboratoire, Facts, not opinions, donc on est loin de faits alternatifs. Et Kirkcaldy devait bien résister aux sollicitations pour produire des procès-verbaux d'essais faux pour certains clients. Encore faut-il que les machines soient fidèles, c'est-à-dire qu'elles fournissent des résultats reproductifs et qu'elles soient précises. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que le principe ici de sollicitation, d'application de la force est différente. Il s'agit d'une machine hydraulique où la force provient d'un vérin, c'est-à-dire un piston qui coulisse dans un cylindre rempli d'un fluide dont on augmente la pression au moyen d'une pompe. En l'occurrence ici, le fluide, c'est de l'eau. Alors, le premier laboratoire d'essai des matériaux en Belgique, ça ne se sait sans doute pas beaucoup, fut installé à Malines, aux ateliers de chemin de fer de l'État. Le gouvernement, par l'intermédiaire, qui était donc c'était les chemins de fer de l'État, par l'intermédiaire du ministère des Travaux publics, a commandé à Kirkcaldy en novembre 1877 une machine de 500 tonnes force. La machine fut livrée fin 1878. Ça, c'est une illustration des Annales des mines de 1890 qui montre cette machine Kirkcaldy à Malines, mais on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Je vais m'enquérir auprès de notre premier conférencier de ce matin pour voir s'il y a quelque chose dans ses archives. Alors, au registre des machines d'essai particulièrement remarquables par leur conception unique et leur grande capacité construite à cette époque, il faut mentionner la machine commandée par le gouvernement américain en 1879, qui faisait 360 tonnes en traction, 450 en compression, mise à l'arsenal de la marine à Watertown, dans le Massachusetts. De 1882 à 1918, elle a effectué plus de 115 000 essais de traction sur divers matériaux qui sont documentés. Elle n'existe plus à ma connaissance. Avec l'industrialisation et le développement des méthodes de calcul, se fait de plus en plus sentir le besoin de caractériser les matériaux et des laboratoires officiels proches des écoles d'ingénieurs souvent apparaissent singulièrement dans les pays germaniques, en fait. Böchinger à Munich en 1871, Carl Jenny à Vienne en 1873, von Tettmeier à Zurich en 1880, von Bach à Stuttgart en 1884 et Adolf Martens à Berlin aussi en 1884. Ceci veut dire aussi que commence à se développer un marché pour équiper des laboratoires et des industries métallurgiques, par exemple, de machines d'essai qui ne sont plus des prototypes uniques. Donc il y a des fabricants. En 1898, Martens, donc le directeur du labo de Berlin, publie un livre dans lequel il décrit l'état de la technique des machines d'essai des matériaux proposées par les fabricants les plus connus. Un livre assez extraordinaire, par le grand nombre d'illustrations, le grand nombre de planches. Ici, à titre d'exemple, des machines proposées par le fabricant allemand relativement bien connu, Mohr et Federerf, à Mannheim. Le livre de Martens, qui était donc important, a été traduit en anglais et puis en français. Alors, un constructeur remarquable de machines sur lesquelles je vais revenir est Alfred Amsler de Schaffhouse, en Suisse. Alors, son père, Jacob Amsler Lafont, est bien connu pour avoir développé depuis 1854 des planimètres et des intégrateurs graphiques qui sont des instruments mathématiques de haute précision. Mais donc le fils, Alfred, commence à développer des instrumentations de mesure et d'essai à partir de 1886 à l'instigation de Tettmeier à Zurich. Donc ça, c'est une série de planches
du livre d'illustration qui vient du livre de Martens, montrant des machines Amsler, mais datant d'avant 1900, je vais dire donc avant la grande période créative des innovations et des inventions les plus significatives d'Amsler. Le traité de Martens mentionne également une machine d'essai d'un constructeur parisien nommé Delaloë, complètement oublié. Je m'y suis un peu intéressé car j'ai lu qu'à l'ULB, le professeur de mécanique Lucien Anspach avait réussi à mettre sur pied un institut de mécanique en 1899, dans lequel se trouvait une machine Delaloë de 50 tonnes. J'ai rien trouvé jusqu'à présent, aucune photo de cette machine ni de cet institut. On sait qu'il se trouvait à Anderlecht. On peut par contre trouver le brevet de cette machine dans la base de données des brevets français et ça correspond bien, vous l'avez à gauche, dans le brevet à l'illustration qui est donnée dans le livre de Martens. Et évidemment, j'ignore ce qui est devenu cette machine de l'ULB qui n'a probablement pas servi pour de la recherche, mais uniquement pour des démonstrations d'enseignement. Alors je fais un saut de 25 ans. Durant la Première Guerre mondiale, les universités sont fermées en Belgique et à l'ULB, une commission sous l'égide d'Émile Tassel, qui est un professeur, mais aussi le bras droit de Ernest Solvay, réfléchit à la formation des ingénieurs et une refonte de leurs études. Elle préconise la diminution du nombre d'heures de cours ex cathedra et le remplacement par des travaux d'étudiants en laboratoire. C'est une réforme qui sera mise en œuvre à l'occasion de l'installation de l'ULB sur le nouveau campus du Solbosch en 1924, il y a 100 ans exactement, le mois prochain. Et un bâtiment en particulier sur lequel va revenir ma collègue Catherine dans l'exposé qui suit et va héberger ces nouveaux laboratoires techniques, en particulier, photo de droite, un laboratoire de connaissance des matériaux dont la mise sur pied a été confiée à un ingénieur avec une expérience industrielle, Henri Dustin. Et Henri Dustin, il a manifestement pu bénéficier de moyens financiers extrêmement importants apportés par de généreux donateurs, parce qu'il a pu commander en 1922 tout un ensemble de machines d'essai auprès du constructeur suisse Alfred Amsler, qui était considéré comme ce qui se faisait un peu de mieux à l'époque. Le labo est inauguré en octobre 1924, et donc il sera centenaire le mois prochain. Et certaines des machines que vous voyez sur cette photo sont toujours en parfait état, en usage régulier. En particulier celle-là, qui est une machine universelle de 100 tonnes. Mais celle-ci existe toujours et celle-ci existe toujours. Elle ne marche plus très bien, c'est un mouton vertical, mais elle existe toujours. Dustin, dans sa trop brève carrière écourtée par la maladie, va consacrer tous ses équipements de pointe à une recherche fondamentale et appliquée, en collaboration avec l'industriel Arcos, dont on voit ici la revue, à une technologie innovante, c'est la réalisation et le calcul, si vous voulez, des assemblages par soudure à l'arc électrique. En très peu de temps, il s'impose comme un spécialiste de ces questions, non seulement en Belgique, mais internationalement. Et je me plais à souligner ici que cette initiative de l'ULB et de Dustin se place avant le célèbre discours prononcé à Seraing le 1er octobre 1927 par le roi Albert, qui conduit à la création du FNRS. Alors, jusqu'à présent, je n'ai parlé que des machines d'essai, laissant penser que leur fonction, en fait, c'est d'appliquer une force et de mesurer une résistance. Mais la connaissance des matériaux et le calcul des constructions nécessitent aussi de connaître comment ces matériaux se déforment sous charge. Donc, pour ça, il faut mesurer la déformation des éprouvettes ou des modèles sous charge. Et c'est un problème difficile de métrologie car ces déformations, en tout cas dans le domaine dit élastique, sont extrêmement petites. Alors, l'illustration de gauche, ici, montre l'essai de sollicitation d'un modèle de poutre à cadre, qu'on voit ici, là, qui est là, avec
s'appelle une poutre Virendale, mais ce n'est pas très important, avec des assemblages soudés. Et on y voit aussi quelques-uns de ces instruments pour mesurer des déformations qui sont disposés sur les brides et sur les montants ici. Donc, on a ces instruments pour mesurer des déformations s'appellent des extensomètres. Donc ici, nous avons des extensomètres à levier d'un autre fabricant suisse de mécanique de précision qui s'appelle Hugenberger à Zurich. Et ils étaient apparus vers 1927. Et c'est des instruments qui vont être extrêmement diffusés partout dans les laboratoires dans le monde et qui auront une durée de vie relativement longue. On en trouve encore utilisés au début des années 60. Mais assez vite, après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont progressivement remplacés par ce qu'on appelle des jauges résistives ou des strain gauge. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'ULB, on a investi très vite, et on en a encore pas mal, comme vous voyez, de ces extensomètres mécaniques, et notamment un collègue du STIN, qui s'appelle Louis Basse, qui était le professeur de calcul des constructions, avait consacré en 1929 une étude détaillée à ces instruments. D'ailleurs, il avait reçu d'Hugenberger un instrument dédicacé, gravé à son nom, mais cette brochure était distribuée par Hugenberger à ses clients. Alors, nous possédons dans le labo d'autres extensomètres, dont celui-ci, qui est un extensomètre dû à l'ingénieur français Ménager. Alors, il est plus ancien, il est beaucoup moins pratique. On en a une paire. Je me demande pourquoi il se trouve là, parce que je n'ai trouvé aucune trace d'utilisation. Est-ce que c'est un vestige du laboratoire de 1899? C'est possible. Alors, ça m'amène évidemment à la question de la conservation de ce qu'on pourrait appeler ici le petit patrimoine de laboratoire. Il est évidemment beaucoup plus simple à conserver que de grosses machines d'essai. L'extensomètre Hugenberger ou les tensomètres sont des petits bijoux d'instrumentation mécanique de fabrication suisse, produits à environ 6000 exemplaires. On en trouve facilement dans beaucoup de musées et dans des collections digitales. Ça, c'est par exemple au Deutsches Museum de Munich, mais il y en a aussi par exemple à la Smithsonian Institution de Washington. Alors, j'ai parlé de la machine Amsler universelle de 100 tonnes. Concernant toutes les machines Amsler du labo, nous possédons non seulement encore beaucoup de ces machines acquises depuis 1924 jusqu'au début des années 60, mais aussi toute leur documentation, c'est-à-dire des notices, des plans, des modes d'emploi, des correspondances avec le fabricant. À gauche, un prospectus typique, et puis vous avez et puis les deux autres, c'est de la correspondance qui date d'octobre 1924. Cette machine fonctionne toujours très régulièrement avec grande précision. Les firmes Amsler de Schaffhausen et Hugenberger de Zurich étaient représentées en Belgique par un excellent agent, la firme Botson de Liège. La troisième génération existe toujours, je pense. Botson était très actif et a placé de très nombreuses machines dans les laboratoires universitaires, dans les instituts d'enseignement, dans les labos privés et bien entendu dans l'industrie. Et ici, nous avons aussi des catalogues d'époque. Celui-là, il date de 1938, celui-là, il est même antérieur, et de la correspondance avec Botson. Et voici ici des documents particulièrement intéressants pour apprécier la diffusion des machines Amsler en Belgique dans l'entre-deux-guerres. Le document de gauche est probablement arrivé au labo vers 1938, et vous voyez, il est édité par Botson, qui nous dit qu'il y a 430 machines Amsler qui sont installées en Belgique. Et alors, c'est complété ici par la liste des équipements vendus par Botson jusqu'en 1935 et ici jusqu'en 1939.
39, et on a le type de machine et à qui par qui. Donc, alors, je pense que à consulter ces listes, on peut estimer que la plupart de ces machines sont déjà passées à la ferraille, particulièrement celles qui étaient dans les industries, dans les usines métallurgiques. À l'ULB, certaines des machines qui ne fonctionnaient plus ou plus correctement, qui avaient été faussées, ont été évacuées. J'ai été témoin de ça dans les années 80-90, et moi-même, j'ai déclassé des machines dans les années 2000. Mais il en existe encore un certain nombre, non seulement qui datent de 1924. Mais donc, après-guerre, le labo a aussi continué à s'équiper. Et vous voyez notamment ici 3 machines Amsler datant de cette époque. En 1958, le labo a déménagé dans un nouveau bâtiment. Donc ici, c'est dans le bâtiment de 58. Donc les machines anciennes ont été déménagées. Alors, je souligne particulièrement ces 2 machines-ci, ici, qui sont des pulsateurs. C'est un pulsateur de 50 tonnes et un pulsateur de 100 tonnes. Ce sont des machines qui permettent de faire des essais dits de fatigue, c'est-à-dire d'appliquer un très grand nombre de cycles entre une charge maximum et une charge minimum à des éprouvettes ou à des assemblages pour déterminer ce qu'on appelle leur limite d'endurance. Ce sont les premières versions de ces machines Amsler ont été produites par Amsler en 1925. Les machines Amsler étaient réputées pour leur élégance, l'élégance de leur principe de fonctionnement, excusez-moi, leur fini, leur précision, leur fidélité, leur robustesse, leur durabilité, leur aisance d'emploi et, j'ajouterais, leur économie à l'usage. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que la firme a cessé ses activités dans les années 70, parce qu'on ne remplaçait pas souvent les machines. Mais il n'est pas difficile d'en faire des upgrades pour évoluer avec les tendances modernes de l'essai des matériaux et des structures. Nous l'avons fait à l'ULB. Par contre, les machines les plus récentes, plus modernes, plus sophistiquées, bourrées d'informatique, d'électronique, etc., sont beaucoup plus fragiles et beaucoup plus coûteuses à l'emploi. Et pas mal de celles qui ont été achetées après les années 60, même chez nous, sont déjà parties à la ferraille aussi parce que déjà tombées en panne. Pour moi, ces machines Amsler sont un patrimoine et il est matériel, car ce sont des équipements qui sont intimement liés à l'histoire de la recherche à l'ULB et à la formation des étudiants et des étudiantes. Alors, chez nous, là, ce n'est pas un patrimoine menacé, car il est en état de fonctionnement et il est utilisé. Le risque de disparition de ce genre d'équipement devient élevé lorsque plus personne ne s'en sert, ou qu'il y a des travaux qui impliquent la transformation, la réaffectation ou la disparition des enveloppes, donc les bâtiments qui les hébergent. J'ai connu cela avec la disparition des machines, qui étaient des Amsler aussi, à l'école royale militaire, dans les années 90, lorsque l'ERM a été complètement rénové. Et je me souviens avoir été récupérer quelques petits équipements Amsler qui pouvaient nous servir, aux grandes dames du ferrailleur qui voyaient ainsi lui échapper quelques kilos d'acier sur lesquels il voulait faire main basse. En préparant cet exposé, je me suis rappelé qu'à l'Université du Travail à Charleroi, il y avait aussi quelques machines Amsler. Vous voyez à droite une photo du laboratoire en 2015. Alors, le bâtiment, célèbres architectes Albert et Alexis Dumont, date de 1911. Il a été classé en 2004. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si l'équipement du laboratoire, avec toute la charge symbolique en plus pour la région de Charleroi, ne faisait pas aussi partie du patrimoine? Vous savez sans doute que le bâtiment vient d'être rénové pour devenir un élément du campus universitaire de Charleroi, où l'ULB est d'ailleurs partie prenante. Mais que sont devenus ces équipements? Moi, j'ai les plus grandes craintes, car les photos qu'on peut trouver actuellement
sur le net montre un espace sous la verrière qui est complètement vide de ces équipements. À gauche, là, j'ai trouvé un blog d'un ancien président des alumni de l'UT qui essayait de chercher des informations sur la machine Amsler ici, ou qu'on voit là derrière, dont il ne savait même pas que c'est... Parce que moi, avec ma documentation, j'ai vite trouvé ce que c'était comme machine. C'est une machine de 300 tonnes qui a été acquise avant 1935. Elle était unique en Belgique. Elle servait à essayer les câbles de mine. Voilà. Si quelqu'un a des éléments de réponse sur ce qui est advenu de ces machines, ça m'intéresse. Voilà, je vais maintenant passer la parole à ma collègue, Catherine, qui a justement géré la reconversion des anciens bâtiments techniques de l'ULB datant de 1924. C'est une situation qui présente, j'imagine, des similitudes avec la rénovation du bâtiment Zénobe Gramme de l'UT. Mais nous sommes ici encore bien en amont et rien de matériel n'a été perdu. Donc on peut s'interroger préventivement sur le patrimoine constitué par ce qui est hébergé dans ce bâtiment. Je vous remercie. Merci Bernard. Merci de ce temps. Tu nous mets... Il faut que tu nous changes. Je ne sais pas où sont les machines du gramme. C'est ce qu'il faut pour... Je suppose. Oui, non, tu vois pour avant circuler. Écoute, j'appuie. Hop, oui, ça marche. Et puis au-dessus, tu as... Et là, le pointeur. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Donc, c'est assez amusant, en fait, d'arriver maintenant avec mon exposé, parce qu'en fait, je vais vous partager un questionnement que vous vous êtes pour la plupart déjà posé, et après vous avoir écouté, je pourrais presque changer la conclusion de mon exposé ou déjà l'enrichir, et finalement, je suis plutôt rassurée de savoir que vous y êtes arrivés, parce que je me dis que nous aussi, on va y arriver. Donc, en fait, comme Michel l'a dit tout à l'heure, moi, je suis architecte. Je travaille dans le département des infrastructures de l'ULB, dans le service qu'on va assimiler au bureau d'études internes. Et donc, nous, on gère, on développe et on accompagne les projets immobiliers de l'ULB. Et donc, en fait, je viens ici, moi, pour vous présenter un projet immobilier initialement qui a déclenché une réflexion par rapport à son contenu et donc au patrimoine mobilier contenu dans ce bâtiment. Donc le projet, il s'agit de je vais vous le présenter, c'est la reconversion, la rénovation et reconversion du bâtiment qu'on appelle L, parce que tous nos bâtiments portent une lettre, qui se trouve sur le campus du Solbosch à Ixelles. Donc en fait, le campus du Solbosch, non, c'est pas le bon bouton, c'est le bon bouton, voilà. Le campus du Solbosch date, comme Bernard l'a souligné, des années 20, donc on a fêté notre centenaire cette année-ci, et le premier bâtiment du campus est en fait le bâtiment U, celui-ci, qui a été construit en premier lieu et a été directement suivi de la construction du bâtiment L, qui est celui-ci, le pavé que vous voyez juste derrière, pour accueillir les laboratoires de la faculté polytechnique. Donc le bâtiment U avait été construit comme bâtiment d'enseignement, le bâtiment L clairement comme bâtiment de laboratoire. Vous constaterez que sur ces deux clichés-ci, donc, dont celui de gauche date des années 30 et l'autre est contemporain, que depuis leur construction, les deux bâtiments n'ont vraiment pas beaucoup évolué et que si aujourd'hui, il faut me croire, le U a beaucoup changé dans l'affectation de ses surfaces, le L, lui, n'a jamais changé dans ses fonctions. Et s'il a évolué, c'est plutôt par adjonction d'éléments ou plutôt que par transformation ou par soustraction de matière. Donc, je vais vous montrer quelques clichés du bâtiment aujourd'hui. Donc voilà, c'est un bâtiment d'enseignement, puisqu'il est sur notre campus et de recherche, à caractère industriel, dont la lisibilité architecturale d'origine est toujours bien présente, et ses plans et sa volumétrie sont restés pratiquement inchangés. C'est pareil pour sa fonction, il a toujours été laboratoire technique pour la faculté polytechnique. Du côté des intérieurs du bâtiment, c'est une sorte de bâtiment-outil
qui a vu défiler 100 ans d'enseignement et de recherche, et qui s'est mué au fil des besoins en additionnant les trésors à travers les âges. Je vous ai juste mis 2 vues que moi j'estime être assez caractéristiques de l'ambiance générale. Bon, rien ne remplace la visite des lieux, mais donc en fait, si on fait fi des espaces bureaux, sont principalement des grandes halles dans lesquelles, au gré des besoins, des programmes de recherche, des manipulations d'enseignement, le corps professoral monte et démonte les expériences qui sont utiles à leur quotidien. Donc le bâtiment est par ailleurs toujours en fonction aujourd'hui, il est bien occupé, et les éléments de recherche ou d'enseignement contemporain côtoient désormais les éléments que l'on peut qualifier d'historiques. C'est donc un mélange complètement intriqué entre l'ancien et le nouveau. Alors évidemment, dès lors que l'université a envisagé la reconversion du bâtiment, la question du devenir de son contenu s'est directement imposée. Et il nous est très vite apparu que, lors de nos multiples visites des lieux, que cette espèce de caverne d'Ali Baba était sincèrement fascinante et que la disparition pure et simple des témoins du passé était exclue. Mais pour nous, c'était certes une nouvelle question particulièrement enthousiasmante. Je rappelle que nous, notre mission, c'est le bâtiment initialement, et que nous ne sommes ni profs ni chercheurs, et donc la plupart de ces machines sont juste des jolis objets sans trop de fonctions pour nous. En tout cas, on n'en connaît pas l'usage. Mais le gigantisme de la tâche, vu l'accumulation pendant un siècle, nous dépassait très sincèrement. Alors, on a évidemment pris conscience du fait que l'étape 1 serait certainement de réaliser un inventaire en collaboration avec le corps enseignant et les chercheurs, un inventaire de contenu complet, à l'instar probablement de ce que Bernard essaye de faire en termes de documentation sur les machines de ces anciens laboratoires. Évidemment, nous, dans un premier temps, on a vu cette analyse uniquement comme une analyse utilitariste. Les objets sont-ils encore fonctionnels? Ont-ils encore une utilité? Ou sont-ils devenus obsolètes? Puisque nous, l'objectif, c'est de vider le bâtiment pour pouvoir faire un chantier, en fait. Donc, clairement, c'est ça la question première. Mais nous savions qu'il allait falloir trouver des expertises, tant internes, puisque le bâtiment est encore en fonction et qu'en ayant la chance de travailler dans une université, nous avons toutes sortes d'expertises internes disponibles pour analyser les choses, qu'externes pour nous aider dans une méthodologie et nous épauler dans ce travail. Et donc, la seule chose que nous avons entamée à ce moment-là, c'était constater les choses et savoir qu'il allait falloir faire voter un budget pour trouver des partenariats pour nous aider à développer tout ça, puisque nous avions déjà en gestion le projet de reconversion du bâtiment, qui n'est déjà pas rien en soi. En parallèle, à propos de projet, nous allions gagner un petit peu de temps, heureusement, pour mener à bien ce travail d'inventorisation, car les études de projet qui ont suivi leur cours en parallèle ont finalement abouti à un découpage du projet en 2 phases pour des raisons de planning à respecter. Donc, je vous explique ça. Donc, on a découpé le projet en un premier projet qui consistera en la rénovation énergétique de la toiture uniquement du bâtiment, avec renforcement structurel, la suppression d'un volume qui était postérieur aux années 20. Je vais trop vite. C'est celui-là, vous le voyez sur la photo de gauche. Je vous ai mis la façade où on comprend le mieux la première étape. Donc, le volume qui est là a été construit dans les années 80, donc dans le nouveau projet, il disparaît. Ça, c'est l'illustration du projet. Et la pose d'une canopée de panneaux photovoltaïques. Tout ça en site occupé, tout le contenu restant sur site. Donc l'urgence n'est pas de vider le bâtiment finalement. Et la deuxième phase du projet, elle consistera en la rénovation énergétique du reste de l'enveloppe, les façades donc, et le réaménagement complet des espaces intérieurs. Et c'est évidemment pour cette phase-là que la question du contenu et de son devenir doit absolument avoir été réglée, puisque ça nécessite absolument d'avoir accès au bâtiment dans sa totalité. Ensuite, malgré le découpage et le phasage projeté des travaux, nous avons décidé, pour des raisons de cohérence d'ensemble, de déposer un permis d'urbanisme global pour l'ensemble de l'opération. Et c'est entre autres l'instruction de ce permis qui finalement aura précipité la nécessité d'apport de réponse quant au devenir du contenu du bâtiment. En effet, le permis a dégagé une valeur réglementaire à la valorisation des éléments du patrimoine mobilier. Je vous explique. Le bâtiment est antérieur à 1932 et donc il est automatiquement inscrit comme monument à l'inventaire légal du patrimoine immobilier.
Outre toute autre raison, c'est cette inscription qui est synonyme forcément d'un intérêt particulier pour son aspect architectural, mais elle implique aussi l'organisation d'une commission de concertation dans le cadre de l'instruction du permis. Et c'est à travers de cette commission de concertation que la direction du patrimoine culturel, de l'administration régionale de l'urbanisme, elle est venue visiter, ils sont venus visiter plusieurs fois, et ils ont rédigé une note patrimoniale après visite des lieux, et ils ont rendu un avis sur le permis qui a été déposé. Donc l'avis est favorable, sous réserve de quelques conditions que je vous affiche ici. Donc la première chose, c'est celle que j'ai encadrée en rouge, valoriser in situ les structures en béton, les carrelages et les escaliers menant au sous-sol. Ça, ce sont des remarques avec lesquelles on a l'habitude dans les bâtiments, c'est pour valoriser le lieu, pas de souci. Et alors, c'est la première fois qu'on reçoit ce genre de remarques au sein d'un permis d'urbanisme. Valoriser in situ les machines fixes, les grues et panneaux électriques qui font partie de l'histoire du bâtiment, figurer sur les plans d'implantation les machines et mobiliers récupérés et fournir un engagement de maintien. Bon, on était plutôt habitué à traiter des patients qui sont d'ordinaire des bâtiments. Voici maintenant que l'urbanisme nous demande une espèce d'anamnèse poussée du contenu scientifique, technique, voire industriel du contenu. Pour nous, c'est carrément un nouveau monde qui s'ouvre à nous, et j'avoue que dans un délai de permis d'urbanisme, puisque ça c'est un avis de commission de concertation, ça veut dire qu'on doit introduire un article 191, donc des plans modifiés pour répondre aux conditions. Mais en fait, moi, on ne sait pas vraiment le faire dans un délai très court, puisque c'est une espèce de caverne d'Ali Baba. Donc j'ai envie de dire, heureusement qu'on s'est posé la question déjà avant l'introduction du permis et qu'on a été sensibilisé à ça. Mais en fait, on ne sait pas très bien, honnêtement, comment on va pouvoir répondre dans le cadre du permis, en tout cas, littéralement, à la question de figurer sur des plans d'implantation. Ça, c'est vraiment très compliqué, eu égard aux machines que l'on rencontre dans le bâtiment. Et quand j'ai entendu M. Nering tout à l'heure, qui avait exprimé le nombre de personnes à temps plein qu'il a fallu pour déménager les machines dans le musée de l'industrie, ça m'inquiète un petit peu. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc, il faut reconnaître aussi que dans ce cas précis du bâtiment L, le contenu du bâtiment raconte, pour celui qui sait la lire évidemment, son histoire, celle de l'enseignement et de la recherche à travers les années. Et donc je vous disais que le bâtiment L s'était transformé par addition d'éléments et non par soustraction. Donc je vous ai mis quelques illustrations pour vous le montrer. Donc ici, donc le bâtiment L, c'est des bureaux, des locaux fonctionnels comme vous pouvez l'imaginer, des couloirs et principalement, on va dire, 4 grandes halles. Et donc une des halles est celle-ci qu'on a appelée la halle électrique. Donc c'était la halle dans laquelle il y a les TP d'électricité. Donc vous avez en haut à gauche le cliché de la halle probablement de son époque d'origine, donc dans les années 20. Et en haut à droite le même cliché aujourd'hui. Si on fait fi des quelques travaux pratiques qui étaient au centre de la halle, c'est un peu une visite dans le passé quand on vient aujourd'hui dans le bâtiment. Et en dessous, vous avez les détails du fameux tableau électrique qu'on nous demande de conserver. Alors comment, on verra bien, mais bon, voilà. Ici, ça c'est un cliché d'une première partie de ce qu'on appelle la halle mécanique. Donc vous avez au centre un cliché qui présente la fosse qui était à côté du quai d'entrée, dans laquelle une voiture était entrée, probablement pour se faire disséquer, je ne sais pas, ou bien pour tester son moteur, ou ses pneus, je ne sais pas du tout. Mais en tous les cas, cette fosse est toujours... Oups, je vais trop vite de nouveau. La fosse est toujours bien là, avec l'ensemble de ses caractéristiques architecturales, probablement toute une série de machines qui étaient déjà là à l'époque, qu'on ne voit plus parce qu'il y a toute une série de brôles qui les entourent, mais je suis sûre qu'en nettoyant, on retrouverait nos jeunes tout autour. Ça, c'est une autre partie de cette même halle mécanique, où on retrouve... Bon, à l'époque, il y en avait plus, tous les éléments moteurs, là-bas. Alors moi, je ne connais pas toujours le nom exactement des machines qui s'y trouvent, mais en tout cas, vous avez encore un témoin de cette machine qui est là. Et puis ensuite, la halle hydraulique. Donc, ici, ce sont nos services qui l'ont nettoyée, parce qu'en fait, elle était tout aussi encombrée que tout le reste, on ne voyait plus rien. Mais après nettoyage, c'est de nouveau un bond dans le passé. Elle est rigoureusement identique à ce qu'elle était en période de construction. Donc vous aurez aisément constaté qu'il est tout à fait simple visuellement d'établir un parallèle entre les époques et la question posée par les services de l'urbanisme portant en fait sur le maintien de cette cohérence de lecture entre le lieu et son usage initial dont les témoins sont dans ce cas précis encore tout à fait présents. Mais le fait est que
le bâtiment L, hormis toutes ses pièces maîtresses, et au-delà du permis d'urbanisme, c'est aussi toute une série d'éléments, de décors, d'objets épars, de meubles, fonctionnels ou non, qui se sont additionnés là au fil du temps. C'est tout le petit patrimoine mobilier qu'il va falloir qu'on inventorise aussi, puisqu'après tout, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas plus de valeur que les gros éléments, de mon point de vue. Et ce sont aussi des éléments, des questions, très terre-à-terre, de faisabilité et de démontage. Je pense par exemple, et la photo qui suit sera identique à celle que M. Nérink montrait ce matin. Donc ça, ce sont des fusibles en céramique, des grands tableaux électriques que vous voyez tout à l'heure, mais qui sont remplis d'amiante pulvérulente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ça dans le cadre de la conservation? Je ne sais pas. Ce sont par exemple aussi des jeux de barres métalliques dans lesquels court un courant de, m'a-t-on dit, jusqu'à 500 ampères et qui sont encore fonctionnels aujourd'hui pour les TP. Je signale qu'ils ne sont pas protégés. Il y a juste un petit panneau devant qui dit ne pas pénétrer. Mais bon, voilà. Donc, la question nous semble finalement bien plus vaste que celle posée dans le cadre du permis d'urbanisme, et elle rejoint finalement pleinement notre questionnement de départ. Je ne vous cache pas que pour le moment, l'état de nos réflexions fourmille à l'image du contenu de cette étagère, qui est également dans notre bâtiment L et qu'il va falloir aussi trier. Mais bon, blague à part, je suis sûre qu'on va y arriver. Oui, tout est comme ça. Je vois certains visages qui disent « oui, ben oui, tout est comme ça ». Et donc, il nous faut désormais un plan d'action, certes pour des raisons de permis, mais surtout pour répondre à la question, c'est celle-là probablement la plus importante, de la patrimonialisation de ce qui un jour n'a finalement été qu'un lieu de laboratoire, en fait. Ce lieu répondait aux missions de l'université, tout comme l'université doit continuer aujourd'hui à répondre à ses missions de façon contemporaine. Et donc nous sommes confrontés aujourd'hui à une sorte de nécessité de réflexion muséale qui doit entrer en résonance avec la réalité des défis du quotidien qu'on nous demande à nous de respecter, et que sont la gestion des espaces, la densification des cohortes étudiantes, et aussi la réalité financière de nos projets. Donc à ce stade, nous avons, ça paraît bien désuet, mais tenté d'établir une liste des étapes à franchir avant de pouvoir prétendre formuler une réponse à la question posée, une sorte de plan d'action. Donc évidemment, on en revient toujours à établir un inventaire complet du contenu, machine maîtresse immobilière d'une certaine manière par destination ou petit patrimoine. Trier cet inventaire, de toute façon en commençant par savoir si les éléments sont obsolètes au sens de l'enseignement et de la recherche contemporain, ou bien s'ils sont toujours en fonction. S'ils sont obsolètes, quelle est leur valeur patrimoniale? Comment fait-on pour la définir? Quelles sont les conditions pour les valoriser? Peut-on les documenter? De quelle manière? S'ils sont toujours en fonction et si on doit vider le bâtiment, sont-ils déplaçables? Je ne suis pas convaincue que ce sera toujours le cas. Quand ce n'est pas déplaçable, que peut-on faire pour permettre alors de les remplacer? Et alors on rejoint la question numéro 1 avec l'élément qu'on a dû remplacer par un élément contemporain. Et donc, en tout état de cause, une fois qu'on aura ça comme base de discussion, ce qu'il nous faudra faire, c'est définir la philosophie et les objectifs poursuivis pour le devenir des machines et de ces objets qui seront désormais à statut uniquement patrimonial, pour plusieurs raisons, parce qu'on va devoir faire dégager des moyens et des ressources pour mener à bien ce travail de conservation, mais aussi parce que c'est important de définir le sens de la démarche pour pouvoir adopter la meilleure posture pour cette valorisation et leur documentation. J'entendais tout à l'heure dans certains exposés que l'idée était de maintenir les machines sur site aussi pour le sentiment d'appartenance et la valorisation au regard de la communauté, de l'entreprise. Bon, nous, c'est l'université, mais il y a aussi cet effet de communauté. Est-ce que c'est le rôle de l'université de faire ça en interne? Est-ce qu'on a la capacité de le faire en interne? Est-ce qu'on doit établir des partenariats avec l'extérieur et se tourner vers des structures muséales déjà existantes? Il va falloir définir tout ça. Heureusement, l'université est dans un momentum où toutes ces questions se posent à une échelle un peu plus large, en fait, parce que la question des musées de l'ULB est posée sur la table aujourd'hui pour essayer de rassembler les actions, parce que l'université, c'est 12 facultés, donc c'est aussi 12 chefs gaulois, si je peux dire ça comme ça, avec chacun des initiatives, et les musées doivent peut-être se regrouper et la dynamique être plus
centrale. Donc ça, c'est quelque chose qui va être réfléchi maintenant. Et donc, dans le cadre du bâtiment L, auquel nous sommes confrontés et qui doit être, je dirais, plus rapidement résolu dans le cadre du permis d'urbanisme, ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est de développer les partenariats nécessaires à avancer dans la question de l'inventaire de son tri. En parallèle, on discutera avec les autorités pour la philosophie. Et donc, sauf erreur de ma part, il y a une pause juste après. Si vous avez des idées de partenariat, mes collègues sont dans la salle et je suis là aussi. N'hésitez pas à venir partager votre expérience avec nous, ce sera volontiers. Voilà. On va consacrer le temps à 2 questions. Et j'espère en tout cas que ces exposés, les contacts que tu peux nouer, pourra t'aider dans ta recherche. Voilà, donc on va prendre le temps de 2 questions. Voilà. Attends, je vais aller vers vous. Oups. Bonjour. C'est vraiment une question aux 2 intervenants principalement qui ont travaillé sur ces questions de patrimoine liées à des laboratoires d'essai, laboratoires de recherche. J'ai eu l'occasion de travailler sur ce genre de patrimoine à ces moments de transition et j'ai parfois, je dirais pas souvent, mais j'ai parfois rencontré un vrai sentiment de la part des chercheurs actifs, une résistance psychologique à admettre que de garder ce patrimoine a un sens, avec souvent en corollaire cette idée que le garder, c'est s'empêcher d'être innovant. J'étais très intéressée par votre manière de voir les choses, effectivement, à Michelin, mais aussi du côté de l'universitaire. Je voulais savoir si vous avez également eu ce genre de réaction et si vous comprenez la logique ou si vous voyez comment aborder cette question-là avec les collègues chercheurs, en fait. Bon, je vais partir de cas particuliers. Hein. Donc, dans le cadre du laboratoire que je connais, bon, il se fait que moi, je suis un passionné et j'essaye de... Et j'ai des collègues plus jeunes qui ont été certains ont été mes étudiants ou mes étudiantes, pas tous. Et je pense qu'ils ignorent pour commencer. Il y a d'abord un travail qui est presque un travail de mémoire à faire. Il faut écrire, il faut leur présenter, il faut faire des présentations. Mais, comme je le disais, j'ai l'avantage qu'une partie de ces équipements, ils les utilisent encore tous les jours. Donc, quand même, ils savent très bien que s'ils doivent les remplacer par des équipements modernes, ils n'ont pas les moyens. Hein. Et ça, c'est tout à fait clair. Ça coûte des fortunes. Donc, j'essaye de faire et c'est ce qu'on fait avec Michel depuis des années. Hein. On travaille l'histoire, aussi pour montrer que travailler l'histoire, ça a de l'importance pour autre chose. Donc, par exemple, quand j'interviens sur certaines expertises industrielles qui impliquent des matériaux anciens, il faut aller chercher les documents anciens aussi. Donc, il y a une certaine utilité. C'est aussi utilitaire, un petit peu, ce genre de choses. Donc, ma situation n'est pas la pire. Je suis plus réservé par rapport au contenu des laboratoires que Catherine a montré. Là, je pense que ces machines sont... D'abord, il n'y a plus de travaux pratiques qui se font dessus pour la plupart. Elles ne sont plus utilisées pour la recherche. C'est vraiment, entre guillemets, des pièces de musée. Et là, je pense que j'ai des craintes que attirer on tombe un petit peu plutôt dans ces quelques passionnés, comme on le dit dans le tissu un petit peu anglais, qui pourraient éventuellement s'intéresser à ce genre de choses. Voilà ce que je pourrais dire. Ça ne répond certainement pas, j'ai donné quelques impressions.
questions? Mais je vous invite donc à aller prendre le café et on se retrouve dans une question. Juste une réflexion. Oui, ok. Merci. J'essaie de me mettre dans votre peau et face à un défi comme ça, que fait-on? Je me dis, est-ce qu'on ne doit pas revenir toujours aux fondamentaux? Que veut-on transmettre comme message, comme mémoire à travers la conservation de tels objets? À qui et pourquoi? Et je pense que si on répond à ces questions-là, il y a des choses qui vont peut-être paraître évidentes par rapport au fait de conserver ou pas certains éléments. Je ne parle pas ici de ce qui est directement en rapport avec le bâtiment et qui permet de lire le bâtiment, mais je pense que la plupart des objets qui sont là sont amenés postérieurement à la construction du bâtiment et ne sont donc pas liés à l'architecture du lieu. Donc je pense que revenir aux fondamentaux pourrait peut-être permettre d'y voir plus clair, parce que c'est pas évident face à une masse pareille d'éléments peu documentés, si j'ai bien compris. Je voulais faire une réflexion quand même, petite réflexion. Excusez-moi si je choque certains ou certaines ici, mais quand je pense au bâtiment L de l'ULB, ce qu'on a mis comme matériel dedans en 1924 valait beaucoup plus d'argent que l'enveloppe. Et maintenant, on va dépenser un pognon fou pour l'enveloppe, pour un bâtiment qui architecturalement ne vaut pas grand-chose. Et c'est ça qui est un peu choquant, c'est qu'on se préoccupe toujours de l'enveloppe au nom de la notion de patrimoine architectural, et on ne se préoccupe pas beaucoup du patrimoine autre qui est dedans. Elle a une valeur et le reste, ça n'a peut-être pas de valeur marchande. Voilà, mais je vous invite à prendre le café. On revient dans une dizaine de minutes pour notre dernière session.